Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Money Tree. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Vattier. Salut Christophe. Salut Julien, ça va? Ça va très bien et toi? Ah bah écoute, que du bonheur et merci de m'inviter, c'est très gentil. Bah écoute, je t'en prie, très curieux de discuter avec toi du sujet de royalties qui t'anime, j'imagine, au quotidien. Parce que aujourd'hui, on va parler de capitaliser sur l'humain qui a des compétences particulières, en l'occurrence des compétences sportives. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intrigue pas mal. À la fois, je vois carrément l'intérêt et je vois aussi vraiment quelque chose à faire là-dessus. Mais tu vois, je vois mal le business model et j'ai hâte que tu m'en parles aussi, voilà, de comment toutes les parties peuvent trouver leur compte. Évidemment, les auditeurs en tant qu'investisseurs, les sportifs en tant que, on va dire, porteurs de l'image, ou en tout cas vecteurs de l'argent que vont mettre les investisseurs aussi sur eux. Et puis, toi aussi, au milieu de tout ça, évidemment, l'intermédiaire, on va dire, et la tierce partie qui est peut-être le cœur de la chose, quoi, le moteur, on va dire, qui peut animer tout ça au milieu. Voilà, donc j'aimerais bien que tu te présentes peut-être aux oreilles des auditrices et auditeurs qui nous écoutent déjà, pour savoir qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené aussi à créer Royalties, et puis nous parler évidemment après de Royalties et de ce que ça peut apporter aux investisseurs qui nous écoutent. Eh bah écoute, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Christophe Vattier, j'ai 51 ans. J'ai commencé un parcours très classique dans des grands groupes. J'ai travaillé chez McKinsey, donc en conseil. Ensuite j'ai rejoint une société qui s'appelait Trader.com. Puis j'ai été à la Caisse des dépôts pendant 6 ans à faire de l'invest et à diriger une filiale de la Caisse des dépôts. Et puis après une dizaine d'années dans le corporate, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure moi-même. Et donc, j'ai monté une série de sociétés. Alors, la première, c'était dans le domaine de la communication par la bande dessinée, parce que je suis fan de BD. Voilà, donc j'ai voulu vivre de ma passion et j'ai fait ça pendant presque 7 ans. Donc, c'était très sympa. Puis, j'ai revendu la boîte. Et puis ensuite, j'ai fait différentes aventures. J'ai fait dans le domaine du marketing digital. J'ai repris une boîte, je l'ai restructurée, je l'ai revendue. Et puis, il y a 4 ans maintenant, 3 4 ans, c'était déjà une idée qui me traînait dans la tête depuis très, très longtemps, mais qui est un peu revenue. Je me suis dit, je rencontre plein de gens, tu sais, bah, toi aussi dans ton podcast, tu en rencontres plein, puis ailleurs. Et puis des fois, il y en a qui t'inspirent plus que d'autres. Et je m'étais dit, et régulièrement, je croisais des gens en me disant: «Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je connais pas leur avenir, mais je suis sûr qu'ils vont réussir». Et en fait, ce qui me frustrait, c'est que j'étais pas capable sur cette intuition, de miser sur cette intuition. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que quand on rencontre quelqu'un qui vous inspire, vous puissiez investir sur lui?» Et c'est comme ça qu'est né Royalties, en fait. C'est de cette frustration. Ouais, je comprends cette frustration et bon là, je la comprends bien sur le domaine du sportif. Ça aurait été peut-être plus difficile de la capitaliser au sens large, hein, tout domaine confondu. Mais qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu avais plus identifié la cible sportive qu'une autre cible, qui pourrait être plus artistique, par exemple? En fait, au départ, on a même commencé par la musique. Donc en fait, c'est pas par le sport qu'on a commencé, puisque quand on a lancé la plateforme, on a pris 6 talents qu'on a testés, qui venaient de l'univers du rap. Donc on n'a pas commencé par le sport. Après, bah, quand on a commencé, il y avait plein de choses à revoir, la plateforme était pas géniale, la communication qu'on a faite et qu'on a demandé de faire aux talents était pas non plus géniale, et cetera. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à changer et on s'est dit: «En fait, ce qui va le plus engager, c'est plus le sport», parce qu'il va y avoir des communautés plus fortes qui sont plus proches du talent. Et donc à ce moment-là, on a commencé à tourner vers le sport et on a principalement fait d'abord le foot. Ça a été le premier sport qu'on a lancé. Et puis ensuite, bah, on a enchaîné par d'autres sports. Donc le deuxième qu'on a fait, c'est le rugby.
Et en plus, on a eu beaucoup de chance parce que le premier talent qu'on a coté, c'était Antoine Dupont, OK. une semaine avant qu'il soit élu meilleur joueur du monde. Ah ouais, trop bien. Donc ça, c'était super. Enfin, mieux, c'est pas possible. Donc ça a lancé le rugby. Et puis après, on a complété par le tennis et les sports de combat, enfin en particulier le MMA. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des grosses communautés, etc. Donc en 2023, on a fait quasi exclusivement que du sport. Cette année, on ouvre à d'autres catégories. OK. Parce qu'en fait, plein de gens ont du talent et tu as bien sûr des talents sportifs, mais tu as des talents artistiques, tu as des talents intellectuels, enfin, tu as plein de formes de talents différentes. Et en fait, nous, on dit, bah, investissez sur les gens dans lesquels vous croyez. Alors, c'est vrai que le sport, c'est plus immédiat. C'est-à-dire, tu vois un jeune qui joue hyper bien au foot ou au rugby, tu te dis, bon, s'il devient pro, il peut cartonner. C'est assez direct. Mais quelqu'un dans le domaine artistique, tu écoutes quelqu'un qui chante bien, tu vas te dire, ça va peut-être devenir un grand chanteur ou une grande chanteuse. Tu vois quelqu'un qui est une pièce amateur et tu te dis, lui, ça va devenir un grand acteur, etc., etc., etc. Donc, et ça s'applique même au monde du business, de la gastronomie, enfin, en fait, dans tous les domaines, tu peux avoir des gens excellents, des personnes qui sont excellentes dans leur domaine, et soit tu vas vouloir investir sur elles quand elles sont connues, soit tu vas vouloir investir sur elles quand elles sont encore inconnues, en te disant, si elles percent, j'aurais eu raison de le faire avant tout le monde. Et alors comment tu peux justement, investir dans ces personnes-là? C'est quoi leur intérêt à eux ou à elles? C'est quoi mon intérêt à moi? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour créer ce lien entre l'investisseur et le talent? En fait, on a voulu se rapprocher très fortement de ce qui existait dans les bourses actions. Alors, on peut pas faire la même chose parce que une des grosses différences, c'est que tu peux pas posséder quelqu'un. Le Mmh. marché aux esclaves, ça a disparu depuis un certain temps. Puis c'est pas la mode, hein, donc puis c'est pas bien. Donc de toute façon, donc ce qu'on a voulu faire, c'est en fait, quand tu dis: «Je crois en quelqu'un», d'un point de vue économique, c'est: «Je crois que demain tu vas gagner plus d'argent ou que tu vas bien réussir». C'est ça ce qu'on dit quand on dit: «Je crois en quelqu'un», d'un point de vue économique. Donc du coup, on a voulu pouvoir retranscrire ça. Alors on l'a fait de 2 manières possibles. La première manière, c'est qu'on a fait un premier type de contrat. Alors nous, on a travaillé avec des gros cabinets américains parce que tout ce qu'on fait, bah, ça peut se faire partout sur la planète. Donc il fallait qu'on mette en place un cadre juridique qui fonctionne partout. Donc on a tout de suite travaillé avec des très gros cabinets, comme Baker McKenzie, enfin des gens comme ça. Et ce qu'on a le premier type de contrat qu'on a mis en place, ça s'appelle le contrat de revenu. C'est comme les actions. En gros, je préachète un talent, une personne, un pourcentage de ses revenus dans le futur. J'achète un pourcentage des 10 prochaines années de tes revenus. Donc, imaginons, je dise, attends, tes podcasts là, ils vont cartonner. Tu vas faire des tonnes de revenus publicitaires. Les gens et les marques vont se battre pour venir sur ton émission. Tu vas pouvoir monétiser ça de manière très forte. Bon, bah, je vais faire. Ok, j'estime que tu vaux, je sais pas, comme pour une boîte, hein, tes revenus sur les 10 prochaines années, j'estime que ça vaut tant. Mettons, ça vaut 2 millions. Voilà. Je passe un contrat avec toi. Je vais te dire, écoute, Julien, voilà, moi, je vais t'acheter 5% de tes revenus futurs. 5% de 2 millions, c'est 100 000 euros. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur le marché, je vais vendre pour 100 000 euros de ROI de toi, Mmh. je te les donne, à toi, OK, et je vais te demander en échange, pendant les 10 prochaines années, que tu me donnes 5% de tes revenus. OK, très clair. Donc, si tes revenus explosent, bah, ceux qui ont investi sur toi vont gagner plein d'argent. S'ils sont comme prévu, bah, ils vont s'y retrouver. Et puis si jamais au bout de 2 ans, tu me dis: «J'en ai marre, je vais aller vivre sur une île, et faire de la pêche», bah, tu auras plus de revenus, donc 5% de zéro, c'est zéro. Bah, ils auront perdu leurs 100 000 euros. Et comment tu définis ce qu'est un revenu pour le talent? Pour chaque ta alors dans le cas du contrat de revenu, dans lequel on parle là, après il y aura un deuxième contrat dont je vais te parler, mais dans le cas du contrat de revenu, on définit avec le talent les lignes de revenus qu'on va p prendre en compte. OK. Donc par exemple, dans ton cas, on va dire, bah, tu as des revenus publicitaires qui viennent de ton émission. Tu te payes un salaire à travers une boîte, par exemple, et cetera, et cetera. On va définir. Puis tu vas me dire: «Oui, mais non, mes revenus, mon salaire, ça m'intéresse pas de le partager, j'en tiens pas compte». D'accord. Et donc du coup, ta valo va un peu diminuer parce que tu mets moins de revenus. Donc j'adapterai la valo qu'on te prête et donc on va dire: «Ah ben non, tu mets pas ton salaire, d'accord, mais tu vaux plus 2 millions. Tu vaux plus qu'1 million. Donc si je te donne 100 000 euros, c'est 10% de tes revenus, par exemple, publicitaires».
OK. parce que tu mets pas tes revenus, de salaire dedans. Donc en fait, en fonction, c'est avec chaque talent, on définit les revenus qu'on va prendre en compte dans les 10 années qui viennent. Ça nous permet d'une part de définir la valeur avec laquelle on va le coter et d'autre part, du coup, de savoir quelle ligne de revenu on prend et quelle ligne de revenu on prend pas. Donc si tu es pas à l'aise avec tel revenu que tu veux pas partager, bah, on le partage pas, mais on adaptera ta valeur. Donc si je reprends l'exemple, qui a beaucoup aujourd'hui sur votre site qui est, l'exemple du sportif, professionnel et de haut niveau. Ça veut dire qu'avec le sportif, vous définissez un grosso modo un BP à 10 ans, un budget prévisionnel à 10 ans de son activité à lui en matière, d'image et de revenus, c'est ça? J'imagine? Bah, en gros, je prends un joueur de foot, Ouais. ses 2 revenus principaux, c'est revenus de sportif, hein, de son activité sportive, Ouais, un salaire les quoi et primes, prime, le ouais, salaire, enfin voilà, et de la publicité. ouais. C'est ça, ses revenus. Mais là, ça, vous mettez des chiffres dessus, donc du coup des chiffres, crescendo, qui j'imagine évoluent dans les 10 prochaines années. Vous faites un bilan à 10 ans et c'est ce qui vous fait la et ce qui vous fait la valo de «du talent» entre guillemets. C'est ça? Exactement, ce qui définit le pourcentage que lui va rendre en fonction de la somme qu'on lui donne, ça définit le pourcentage qu'il va rendre tous les ans. OK. Pourquoi il y a un sportif qui rétribuerait davantage de pourcentage qu'un autre, par exemple? C'est quoi qui peut faire la différence? Quels sont les critères majeurs? Bah, parce qu'en gros, c'est combien il est prêt à donner de ses pourcents. Si je te dis: «Tu es sportif», je te dis: «Tu vaux 10 millions d'euros». Bon, 1 ça vaut 100 000. Mmh. Bon, bah, il y en a peut-être un qui va nous dire, «Bah, moi, je suis prêt à toucher jusqu'à 1 million d'euros. Donc si vous me donnez 1 million d'euros, je vais donner 10 de mes revenus». OK, Il y en a un autre qui va dire: «Ah non, moi, je suis pas prêt à donner plus de 2, donc vous me donnez 200 000, mais j'en prends pas plus, parce que je suis pas prêt à donner plus». OK. Et puis après, il y en a qui vont dire: «Ah non, mais moi, je vaux tant, donc je vaux 100 millions». Donc après, on va dire: «Bah non, tu vaux trop, on veut pas». Donc après, c'est des discussions avec le talent, à la fois pour définir les revenus dont on tient compte et à la fois pour définir sa valorisation initiale. OK. Donc si j'essaie d'illustrer un peu pour que ce soit plus clair, je suis investisseur, je vais sur la plateforme, je choisis enfin, je crois en quelqu'un ou alors je viens même avec des a priori sur quelqu'un, donc je viens pour investir sur lui via royalties. Prenons, tu citais Antoine Dupont, mais on peut en prendre un autre et là, je vois, parce que quand on est sur la plateforme, on voit, un rendement, en fait, moyen, heu et un retour sur investissement moyen. Ce retour sur investissement moyen, il est calculé sur ça quoi? C'est ça que j'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Alors, ça, c'était le premier type de contrat, les contrats de revenus. Ça concerne peu de talents. La plupart des talents actuellement sur la plateforme sont dans un deuxième type de contrat. Il OK, y a ce qu'on appelle les contrats de performance. Et donc, la plupart des talents dont tu vois le pourcentage de revenus payés mensuellement, ça, c'est les contrats de performance. OK. Il y a beaucoup de talents qui nous disent: «Non, mais moi, j'ai pas envie de partager mes revenus, j'ai pas envie de dire combien je gagne. Ce que je mets de côté, ça ne regarde personne d'autre que moi», et cetera. Donc il y a plein de talents qui nous ont dit: «J'aime bien l'idée, je le ferai volontiers, mais pas sous cette forme-là». Donc on s'est un peu creusé la tête, on s'est dit: «Bon alors, comment on fait? Parce que s'ils veulent pas nous donner leurs revenus», donc on a fait le compte ça, c'était le contrat de revenus. Donc on a fait le contrat de performance. Si je prends le parallèle avec la bourse, le contrat de revenu correspond à des actions, le contrat de performance correspond à des trackers, des options. Donc là, la logique est différente. Là, on dit à un talent, parce qu'avec tous les talents, on signe des contrats, hein. Là, dans le deuxième cas de figure, le contrat avec le talent, il est très simple. On lui dit: on achète le droit d'utiliser ton image pendant 10 ans, on achète l'exclusivité. Tous les talents qui sont sur la plateforme sont exclusifs pendant 10 ans sur la plateforme. Et 3, tu vas faire de la publicité pour dire à tes fans qu'ils peuvent investir sur toi en venant sur royalties. Ça, c'est le contrat standard qu'on passe avec le talent. Dans ce cas-là, un, on lui demande pas une valorisation, on calcule pas avec lui une valorisation de ce qu'il vaut, et deux, on lui demande pas de nous donner une partie de ses revenus. Dans ce cas-là, c'est nous qui allons payer les revenus, les pourcentages de rendement. Et comment on fait ça? On fait la chose suivante. Nous, on a pris ce qu'on appelle des quants, c'est des mathématiciens spécialisés en salle de marché. Et ils ont développé des algorithmes pour émuler, calculer combien gagne un talent. Je te prends un exemple concret. Un joueur de foot, comme on a vu, il gagne des revenus publicitaires et des revenus sportifs. Nous, on achète beaucoup de bases de données, beaucoup de données sur les marchés, pour savoir, bah déjà, tous ces revenus sportifs, tu as des bases de données spécialisées où tu peux acheter cette information. Donc nous, on achète cette information. Et puis, pour calculer combien il gagne en termes publicitaires, là, tu ne trouves pas cette information aussi facilement. Donc là, ce qu'on fait, c'est que nous, on achète beaucoup de données sur les réseaux sociaux du talent.
nombre de followers, ton engagement, enfin, et ça depuis day one, hein. Donc, et sur tous les réseaux sociaux. Donc là, on est capable de dire sa puissance digitale. Et en fonction de sa puissance digitale, on est capable de dire combien il peut gagner en publicité. Et après, nous, on a testé le système. En fait, on s'est rendu compte qu'on était à 85% juste. Donc, c'est plutôt un bon taux de fiabilité. Et donc, quand on cote un talent qui est sous contrat de performance, le jour où on le cote, on crée une gaussienne, une courbe, qui est la probabilité de ses revenus sur les 10 prochaines années. Et tous les mois, avec les données qu'on récupère sur le marché, on vérifie où il est sur la courbe. Est-ce qu'il est à la performance attendue? Dans ce cas-là, on va rendre 7% de rendement annuel. Est-ce qu'il fait moins bien? Bah, ça sera moins de 7%. Est-ce qu'il fait mieux? Ça sera plus de 7%. OK. Et donc, c'est comme ça que tu as des talents sur la plateforme qui explosent, qui sont à plus de 40% de rendement. Parce que bah, quand on les a pris, c'était des jeunes sportifs qui devaient avoir une belle carrière. Et en fait, ils n'ont pas eu une belle carrière, ils ont eu une carrière extraordinaire. Je te prends un exemple de celui qui est le plus performant aujourd'hui de toute la plateforme. C'est un combattant MMA qui s'appelle Benoît Saint-Denis. OK. Benoît Saint-Denis, donc déjà, il a une histoire extraordinaire. C'est un ancien commando de marine qui s'est mis, après sa carrière militaire, à faire des sports de combat dans la catégorie des moins de 70 kilos. Et là, aujourd'hui, il est en train de combattre pour le titre mondial. Si tu avais investi sur lui il y a 2 ans, alors qu'il était un combattant, mais pas vraiment dans le haut des classements, puisque ça faisait pas si longtemps que ça qu'il avait commencé, bah, en termes de rendement, bah, tu gagnes beaucoup d'argent, parce que là, il est à 50% annuel. Donc, tu aurais mis 100 euros sur lui, tu toucherais 50 euros de rendement tous les ans. Ouais. C'est quand même pas mal. Ouais, carrément. Et en plus, le prix du ROI, pour lui, a vraiment monté, parce que comme il a tellement de rendement, bah, il y a plein de gens qui ont acheté des ROI, et autant nous, par notre système, on calcule les rendements et on les paye, autant le prix du ROI, c'est l'offre et la demande. Le ROI, c'est un token fictif que vous avez créé pour, C'est le nom de notre produit. ouais, Alors, voilà. c'est pas en blockchain, hein. Nous, on fait pas de blockchain. Oui, c'est pour ça que je dis fictif. C'est Voilà, c'est pas ça. OK, C'est ouais, bah, c'est comme une action, c'est un contrat. Un ROI, ouais. c'est un contrat. Et donc, c'est un contrat qui nous engage, nous, à payer tous les mois un rendement en fonction de la performance du talent dans la vraie vie. OK. C'est ça un ROI. Alors si tu reprends l'exemple de Saint-Denis, lui, il était dispo sur la plateforme pendant un temps et du coup, tu as un timing pour souscrire, c'est ça? Ou alors tu peux quand même toujours souscrire mais avec un prix, comme tu dis, du ROI qui augmente et donc du coup, un rendement qui se dégrade dans le temps? En fait, alors au départ, tu as une bah, comme en bourse, tu as une offre initiale de vente. Ouais, Donc là, on va dire, on va vendre, je sais pas, 10 000 ROI de lui. Donc là, c'est à 2 euros. Donc là, les gens viennent et tant que les 10 000 ROI sont pas vendus, bah, tu peux en acheter à 2 euros. Dès que les 10 000 ROI sont vendus, là, le marché secondaire commence. C'est-à-dire que bah, le prix monte et descend en fonction de l'offre. Donc tu peux toujours en acheter, mais comme quand tu vas en bourse, je vais acheter une action L'Oréal, et bah, ça va dépendre du prix ce jour-là. Donc ça peut être 100 euros, ça peut être 110, ça peut être 90, enfin ça dépend du jour et ça dépend des moments. Et bah là c'est pareil. Je peux acheter un ROI de lui, mais il sera peut-être à 3 euros, à 5 euros, il sera peut-être à 1 euro. Bah, ça dépend du moment s'il a monté, descendu. Et c'est souvent très lié maintenant à son rendement. C'est-à-dire que dans le cas de Benoît Saint-Denis, comme son rendement est très élevé, bah, le prix du ROI est plutôt élevé. OK, Donc, mais c'est vraiment l'offre et la demande qui déterminent le prix. OK, OK, c'est clair. Comment ils perçoivent aujourd'hui du côté, on va dire, talent? Parce qu'il y a vraiment aujourd'hui, votre business, c'est 2 recrutements différents. Vous recrutez des talents, vous recrutez des investisseurs qui veulent parier sur les talents. Tout à fait. Donc j'imagine vous avez 2 vous avez vraiment, des 2 canaux enfin plusieurs canaux d'acquisition différents évidemment, mais vous avez 2 cibles totalement différentes. Comment ils vous perçoivent, les sportifs justement ou les talents, on va dire de manière générale qui, bossent avec vous et que vous allez prospecter? Comment ils vous percevaient il y a 3 ans? Comment ils vous perçoivent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une évolution? Alors, ah oui, oui, c'est même, c'est une révolution. C'est plus une évolution, c'est une révolution. Alors, il y a 3 ans, personne ne voulait bosser avec nous. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que quand on allait expliquer ce qu'on faisait à un talent, on en parlait très, très mal. Mmh. On n'était pas mature, donc moi, après coup, tu vois, si je me revois faire ce que je faisais il y a 3 ans, même moi, j'aurais pas accepté si j'avais été de l'autre côté de la barrière. On en parlait si mal. Vraiment, c'était horrible. Donc, je remercierai toujours infiniment les premiers qui ont dit oui, parce que franchement, il fallait vraiment avoir confiance en nous, parce que sincèrement, ce qu'on racontait n'était pas très clair. Donc, au début, c'était beaucoup de défiance, beaucoup de peur, beaucoup de. Maintenant, on est dans une logique qui est complètement différente. Tu vois, il y a plus de 200 talents sur la plateforme.
dont des gens de renommée mondiale, hein. Tu vois, je sais pas, dans le foot, Vinicius Junior, qui est un des meilleurs joueurs de la planète. Dans le rugby, Antoine Dupont. En sport de combat, on a plusieurs champions du monde. En tennis, on a presque 10 joueurs du top 20 mondial. Enfin, donc aujourd'hui, on a des références mondiales. Donc les gens sont rassurés, les talents sont rassurés. Donc c'est beaucoup plus facile maintenant. Donc ça, c'est le jour et la nuit. Pour être très honnête, le jour et la nuit. Ensuite, derrière ta question, c'est mais pourquoi un talent dirait oui? En fait, une fois qu'il a passé ses craintes, c'est quoi sa motivation positive à venir sur la plateforme? Il y en a trois en fait. La première, bah, déjà, ils touchent de l'argent. Donc, et même des gens très connus qui gagnent beaucoup d'argent, bah voilà, ça ne fait que renforcer le fait qu'ils sont les meilleurs, ils continuent à en gagner plus. Donc, je connais pas beaucoup de talents qui écoutent pas les offres qu'on peut leur faire. Voilà. Même des très riches et des très connus. Après, la deuxième motivation, c'est que c'est une manière pour un certain nombre d'entre eux de dire à leurs fans, écoutez, vous avez une nouvelle manière de montrer mon attachement à ce que je fais. Jusqu'à présent, je suis fan, quel que soit le sport, de quelqu'un. Tout ce que je peux faire, c'est dépenser de l'argent sur lui. Acheter un maillot, acheter des tickets pour aller voir les matchs, etc., etc. Là, je peux investir sur lui, et si j'investis intelligemment, bah, je peux gagner de l'argent grâce à lui. Donc c'est un autre rapport entre le fan et le talent, puisque le talent peut devenir une source de revenus pour le fan. Donc ça change le rapport. Et il y en a qui ont bien compris ça. Et puis le troisième intérêt, alors il est que pour certains talents, mais souvent les plus gros, c'est que sur la plateforme, tu regardes, c'est principalement que des gens très connus qui n'ont pas besoin de nous pour vivre. Maintenant, on commence à mettre, et on va le faire de manière beaucoup plus importante cette année, des jeunes talents. Mmh. Donc des gens qui peuvent parfois manquer d'argent pour exprimer justement leurs compétences. Je te prends des exemples dans le monde du sport. Je sais pas, je suis un jeune qui joue au tennis. Si je veux percer, il va falloir que je fasse quand même pas mal de tournois en Europe ou dans le monde, parce que sinon mon classement va stagner. Si je reste dans ma région, je vais pas aller très loin. Sauf que bah, ça coûte vite très cher. Prendre l'avion, le train, les nuits d'hôtel, etc. Et t'es pas sûr de gagner, enfin loin s'en faut même. Donc au départ, c'est un vrai budget. Et si t'as pas assez d'argent dans ta famille ou autour de toi, bah, tu peux pas le faire. Et donc il y a des gens qui ont beaucoup de compétences, qui pourraient réussir, mais qui n'ont pas forcément l'assise financière familiale qui leur permet de le faire. Et bah, mais c'est vrai dans la musique, c'est vrai dans plein d'autres domaines, hein. Et donc, bah, quand tu es coté sur la plateforme, nous, on va payer le talent d'une manière ou d'une autre, il va toucher de l'argent. Et donc, cet argent, bah, ça va l'aider à réussir. Et donc, du coup, cette dimension beaucoup plus sociale de la plateforme, qui est d'aider des jeunes qu'aujourd'hui personne ne finance, les gros talents sont sensibles à ça. Je te donne un exemple dans un domaine qui est en dehors du sport. On va prochainement coter Cyril Hanouna. Donc là, un animateur télé. Donc on est complètement dans un autre domaine que le sport. Dans les discussions avec lui, il me disait, c'est pas ce que vous allez me payer qui va changer ma vie, je gagne très très bien ma vie, ça va pour moi, merci. On l'a vu sur En complément revanche, d'enquête, on l'a vu. oui, oui, oh, mais même la plupart de ses revenus étaient déjà connus avant le Ouais, complément d'enquête. Et on sait que ça se passe pas trop mal. de ses dépenses aussi. Et de ses dépenses. Ouais, moi, je pense qu'il doit rester un petit reliquat. Et en fait, ce qui l'a convaincu, et bizarrement loin forcément de la caricature qu'on peut voir à l'extérieur, c'est que on va monter avec lui un fonds d'investissement pour financer des jeunes. Justement des jeunes qui sont pas financés. Et donc, et par exemple, des très grands joueurs de foot mondialement connus, avec lesquels on a des discussions, ça fait partie de l'argumentaire qui peut les faire venir sur la plateforme. C'est vraiment le côté financer, ce que nous on appelle les infinançables aujourd'hui. Les gens que personne, les banques, les familles, etc., ne veulent pas financer. Ouais, ouais, ça a du sens. Franchement, ça a du sens parce que c'est eux qui en ont souvent le plus besoin et qui sont le plus dans l'ombre. Donc, ouais, je comprends parfaitement. Il y a des questions qui me viennent là quand je t'écoute. C'est, tu parlais de pourcentage de revenus, hein. C'est quoi le minimum aujourd'hui qu'un sportif sur la plateforme est prêt à, on va dire, partager et le maximum que vous ayez eu de pourcentage de revenus partagés? Alors, par contrat, c'est maximum 10%. OK. Jamais on va au-delà. Ça reste très raisonnable, il y a pas quelqu'un qui se commit à fond,
tu vois, qui fait l'erreur en se disant pendant 10 ans, je vous lâche 30 parce que j'ai besoin de cash aujourd'hui. OK. Non, parce que ça très, très vite, ça peut mal tourner. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut avoir à être tenté de plus le faire. Mmh. Donc on veut éviter des biais de comportement. Donc sur les contrats de revenus, de toute façon, ça n'atteint jamais plus de 10. Vous avez quoi comme garantie sur ces contrats, que le mec s'exécute pendant 10 ans? On a des droits d'audit sur les boîtes dans lesquelles sont logés les revenus. D'accord. Donc nous, on peut aller voir. Alors c'est pour ça que, par exemple, il y a plein de talents, on peut pas le faire. Parce que leurs revenus sont dans des paradis fiscaux ou dans des pays éloignés sur lesquels on n'a pas de vision. Donc en fait, on aurait un droit de contrôle, mais qui aurait aucune réalité. Donc du coup, il y a des talents, on est obligé de les faire en contrat de performance parce que leur montage personnel fait que jamais on pourra faire les contrats de revenus. Ouais, OK. OK. Plus de 200 talents, tu disais, aujourd'hui? Ouais. Majoritairement du foot? Alors à 40% du foot, Ouais. 40% de foot. Après, tu as à peu près 15% les trois autres sports. Donc tennis, MMA et rugby. Et après, le 15% restant, si je fais à peu près bien mes calculs de pourcentage, ça peut être d'autres sports. Par exemple, sport mécanique. On teste beaucoup des sports, nous. E-sport. On a un joueur de basket. Donc, on teste des sports pour voir un peu comment ça réagit. Ça, c'est la première chose. Et puis après, on teste d'autres domaines. On a un chef de cuisine, parce qu'on veut faire la gastronomie. OK. Bah, quand tu es français, c'est pas déconnant de dire on va coter les grands chefs et les grands winemakers. Ouais, c'est sûr. Parce que bon, on est quand même réputé pour savoir à peu près bien boire et bien manger en France. Mmh. Et dans le monde entier, il y a des gens qui sont intéressés de se dire ah, mais si je pouvais investir sur la réussite de ce vigneron qui fait un super vin, ou si je peux investir sur ce chef qui est très réputé. Donc, la gastronomie, pour nous, c'est un vrai sujet. Après, tu as le monde des chanteurs, des acteurs, etc. Enfin, je dirais, le showbiz ou le côté culturel, enfin, tous les artistes. Donc là, on en a quelques-uns et on a vocation à relancer le secteur. Après, demain, on fera des chefs d'entreprise, on fera, enfin, dans plein de domaines extrêmement différents. En fait, la philosophie profonde qu'on a, nous, et auquel on croit, tout le monde a le droit d'être coté. Tout le monde a un talent qui peut valoir qu'on investisse et qu'on croit en lui. Donc, et aujourd'hui, les seules personnes qu'on s'interdit de coter, c'est le personnel politique. Ouais. Parce que ça, c'est trop compliqué pour nous. Oui, oui, non, mais je comprends. Voilà. Mais c'est le seul interdit qu'on s'est donné. Alors là, vous avez quoi, 3 ans d'existence, c'est ça? On a 3 ans d'existence et sur les cotations sur la plateforme, on est à 2 ans et demi. 2 Donc ans et demi, OK. 2 années pleines de fonctionnement. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques indicateurs aujourd'hui de performance moyenne sur les artistes qui sont là depuis longtemps? Qu'est-ce qu'un investisseur peut attendre par rapport à ce que vous avez aujourd'hui et par rapport à ce que vous projetez? Parce que du coup, l'investissement, tu ne peux vraiment l'apprécier qu'une fois que tu as clôturé les 10 ans, in fine. Ou que tu as revendu tes ROI. Ah voilà, parce que du coup, tu as une place de second marché où tu peux revendre, c'est ça? Tu es pas obligé de conserver pendant 10 ans? Non, tu peux acheter et revendre comme une action. OK. Donc parle-nous effectivement peut-être des rendements moyens que vous avez opérés jusqu'à aujourd'hui, sachant qu'il y a pas 10 ans de recul. Non, alors aujourd'hui, on est sur un rendement moyen. Cette année, je pense qu'il va tourner autour de 8%, OK. donc annualisé, hein. L'année dernière, si tu avais investi sur tous les talents de la plateforme, tu aurais fait 7,2%. Cette année, tu vas plutôt être à 8, enfin en 2023, tu étais plutôt à 8% de rendement moyen. Mais avec des gros écarts, hein. Des gens qui sont pas très loin de zéro, enfin 2%, et le meilleur, donc Benoît Saint-Denis, 50%. Bon, c'est le meilleur, donc c'est un peu un point un peu extrême, mais tu en as quand même beaucoup qui délivrent du 20, du 25, du 30%. OK. Donc, si déjà, pour moi, ce que j'incite les gens à faire, c'est d'abord regarder la performance économique du talent et viser le rendement. Parce que c'est ça le meilleur garant de bien investir. Et le cours va suivre naturellement. C'est-à-dire que si le talent se met à délivrer des gros rendements, bah, naturellement, son cours va monter. S'il délivre des faibles rendements, bah, son cours va pas donner grand-chose. Donc, ça, c'est la première des motivations, c'est calculer le rendement. Après, le marché lui-même, bah, parfois, il est très haussier, parfois, il est très baissier. Enfin, par exemple, en ce moment, on est plutôt sur un marché qui est plutôt très bas pour nous. Donc, le prix du ROI, en moyenne, est plutôt bas. Alors,
Il y en et moi, c'est comme ça, tu as les marchés qui montent, qui descendent. Nous aussi, on a nos propres flux, nos propres cycles. Et là, on est dans le cycle bas. Il y a 6 mois, on était dans un cycle très haut. Donc c'est vraiment, Et là, c'est dû à quoi? Plus à la demande ou au revenu? c'est plus lié à la ouais, c'est plus lié à la demande. Là, il y a eu, pas mal de gens qui ont vendu, qui ont fait des bénéfices et puis, il y a des gens qui nous disent: «Ah non mais là, vous avez 200 talents, mais, quand est-ce que vous ouvrez à l'étranger?» Et cetera. Donc comme là, ça nous prend un peu de temps de faire tout ça, il y en a qui disent: «Ah bah non, mais ça va pas assez vite pour nous, on reviendra quand vous aurez avancé». Enfin, tu as plein de dynamiques en fait qui viennent en ligne de compte et qui peuvent faire que ton marché est haussier, je dirais, indépendamment de la performance individuelle des talents, comme ton marché peut être baissier indépendamment de la performance individuelle du talent. Tu vois, sur les marchés boursiers, si tu as une crise, même si l'action est bonne, elle va baisser parce que tout le monde vend. Mmh, Et bien puis il sûr. y a des moments, même si tu pas très bon, ça va monter parce que tout le monde achète. Ouais. Et ben nous, on a ces phénomènes-là aussi, et qui sont, je dirais, à la fois à la hausse comme à la baisse, des opportunités. Quand le marché est très haussier, c'est le moment de sortir, c'est les ROI des talents qui sont pas très performants, parce que tu les vends à un bon prix. Quand le marché est baissier comme il est maintenant, bah, c'est le moment d'acheter les talents les plus performants parce que tu peux les avoir à un très bon prix. OK, ouais, ça semble clair, une logique de marché. Exactement, mais c'est ce qu'on est. C'est on est vraiment dans une logique de marché. Et sauf que, et c'est ça notre vraie nouveauté, c'est qu'on peut le faire sur le plus beau des actifs qui existent et nous-mêmes. Ça aurait pu être une conclusion ça, mais j'ai quand même d'autres questions, tu vois? C'est quoi le ticket mini que peut mettre un investisseur sur la plateforme? Ça, c'est la première question. Je vais toutes les poser, tu les répondras dans l'ordre si ou dans le désordre comme tu veux. Tu y répondras comme tu veux. C'est quoi le ticket mini? C'est quoi le nombre d'artistes, moyens sur lesquels investissent, les investisseurs? Parce que j'imagine que tu vas pas tout mettre dans le même panier. C'est la logique même de la diversification et de la dilution du risque, dans l'investissement, donc le faire aussi au cœur de ce type d'investissement. Et tu as combien d'investisseurs aujourd'hui sur la plateforme? Est-ce que tu vois vraiment le volume aussi, croître et l'intérêt croître pour Royalties? Alors, le ticket minimum, c'est 2 €. OK. Donc à partir de 2 €, tu peux jouer sur la plateforme. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est marrant que tu dises jouer, ouais, tu l'abordes comme quelque chose de ludique et justement, pas très risqué avec en mettant tu poses une pièce de 2 € et tu dis: «J'investis sur tel truc». Ça peut faire un sujet de repas de famille ou de conversation avec les potes, en disant: «J'ai investi sur, telle telle personne» sans p préciser le montant, quoi. Exactement. Tu vois, à 2 €, tu peux dire, j'ai du Vinicius dans mon portefeuille. Je suis fan de foot, C'est j'ai qui du Vinicius. Vinicius? Ah ouais, le foot, désolé, c'est pas ma came. Ah bah, alors, Vinicius Junior, c'est le Antoine Dupont du foot. OK, OK, Tu vois, tu as 3 grands joueurs, jeunes, hein. Dans les jeunes, tu as Mbappé, Haaland et Vinicius Junior. OK. Voilà, c'est les 3 grands. Donc tu peux dire: «J'ai du Vinicius dans mon», ou j'ai du Aurélien Tchouaméni, qui est un Mmh. super joueur du Real de Madrid, ou j'ai, enfin, il y en a plein, on a plein de super bons. J'ai, Benoît Saint-Denis, tu vois, en combattant. Ouais, Ouais, j'ai un que je futur champion connaissais du pour le monde coup, tu vois? et qui Plus est que un les combattant footeurs. extraordinaire, enfin, tu vois, Ouais. qui est à voir. J'ai eu la chance de le voir combattre. Franchement, c'est très, 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 très impressionnant, hein. Ah ouais. C'est ah ouais, tu pas envie d'être en face de lui. Ah j'imagine. Non, là, tu vraiment pas. Donc là, ça coûte rien, enfin, ça coûte rien, 2 €. Après, je dis pas c'est pas risqué, hein. Tout investissement est risqué, et le nôtre, tu peux gagner de l'argent, tu peux en perdre. Il y a pas d'investissement où tu peux pas perdre d'argent. Ou alors si on te dit ça, c'est là où il faut faire très, 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 très attention. Oui, oui, bien sûr, bien C'est sûr. danger. Donc Mmh. nous, on dit pas on est une classe d'actifs sans risque, c'est pas du tout ça, hein. C'est, investir sur un talent. Bah, tu vois, on a eu un joueur de rugby qui a dû arrêter sa carrière parce qu'il avait un problème cardiaque. Mmh. Du jour au lendemain, il a plus joué et il s'est retiré des réseaux sociaux, enfin, il a arrêté tous ses revenus. Bon, bah, ceux qui ont investi, et c'est pas sa faute, enfin, je veux dire, il a un problème cardiaque, il a un problème cardiaque. Mais tous ceux qui ont investi sur lui, ont perdu de l'argent parce que, Bah, carrément. bah, il a plus Mmh. de rendement, quoi. C'est Mmh. fini. Donc du coup, ça peut arriver. Et puis si une personne, je le souhaite à personne et ça ne nous est encore jamais arrivé, mais demain quelqu'un peut se blesser gravement ou même pire, mourir dans un accident, par exemple. Bon, bah, forcément, ça se passe pas bien, quoi. Donc on ne dit pas: «Il y a pas de risque». Il y a des risques. Maintenant, il y a des risques comme quand on investit sur des actions, comme quand on investit sur certains types d'actifs. Bah oui, il y a des risques. Voilà.
pour dérisquer justement, est-ce que tu vois vraiment que les gens diversifient ou est-ce qu'ils sont vraiment là parce qu'ils sont fans de quelqu'un, tu vois? Ils se disent: «Je vais investir sur lui» et pas parce que je pense qu'il y a 2 typologies d'investisseurs chez vous. Il y a le collectionneur et l'investisseur, tu vois? Le passionné, le mec qui est fan d'une personnalité ou d'un talent et j'imagine le mec qui est plutôt juste chiffre, qui en fait, bon, s'intéresse pas vraiment au sport mais s'intéresse juste à l'opportunité, quoi. En fait, il y a 3 types à ce stade, 3 types d'acteurs, d'investisseurs sur la plateforme. Le premier, c'est le fan. Il y en a très, très peu. Ouais. Il y en a très peu parce qu'aujourd'hui, le ROI, c'est pas quelque chose qu'ils comprennent bien. Préfère acheter le t-shirt Ouais, lui. ouais, exactement. Ouais. Ils préfèrent acheter le t-shirt. Alors, dans 2 mois, on va lui faire une offre. Normalement, ça va parler aux fans. Avec un petit Voilà. t-shirt. OK. Alors, il y aura pas un petit t-shirt, Ah, je mais me doute. il y aura un truc sympa qui va vraiment parler aux Ouais, fans. Donc, ouais. on espère parler beaucoup plus aux fans d'ici 2-3 mois. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a peu de fans. Alors, il y en a, hein, mais il y en a pas beaucoup parce que c'est pas encore un produit, le ROI, qu'ils comprennent bien et donc du coup, avec lequel ils sont à l'aise. Donc un peu de fans, mais très peu. Des investisseurs plus financiers, donc ont un regard plus analytique, de plus en plus. Parce que effectivement, tu vas regarder, «Ah mais lui, il me fait du 15 de rendement annuel, c'est génial, c'est un super produit. En plus, c'est liquide, je peux le revendre», donc voilà, tout ce côté-là, ça parle de plus en plus et très objectivement, c'est une cible qu'on vise en 2024 très fortement, l'investisseur financier. Bon ça, c'est plus nos auditeurs effectivement. Voilà et ça, c'est bah, tu vois, quand tu as à la fois de la liquidité et à la fois du rendement, c'est hyper intéressant. Ouais. Donc, heu, donc voilà. Après le troisième type d'investisseurs, c'est ceux qui ont été là majoritairement au début de la plateforme et c'est ceux qui sont en train de partir de la plateforme. Enfin, en tout cas, une partie d'entre eux et c'est ce qui explique d'ailleurs un peu le moment de baisse de la plateforme. C'est tous ceux qui ont une approche très gambler. Mmh. C'est-à-dire qu'on aurait coté la vache Marguerite ou un bout de bois, c'était pareil. Ouais, Ce qui compte, c'est qu'ils achètent à 2, ils revendent à 2,50 et dans l'heure, ils se sont fait 25. ouais. OK. Et le sous-jacent, enfin, qui y a derrière, à quelle personne ça se rattache, ils en ont rien à faire. Bon, on va dire c'est le trader plus que l'investisseur. Ouais, c'est ceux qui ont acheté très tôt de la crypto, c'est ceux qui ont acheté enfin, qui vont sur des produits risqués avant tout le monde. OK. Et donc ils sont très bien et nous, si on les avait pas eus, on n'en serait pas là où on en est. Donc c'est pas du tout, je regarde juste factuellement leur comportement. Mmh. Et comme aujourd'hui, nous, on change notre communication, on change la plateforme, justement pour s'adresser aux investisseurs financiers et aux fans, et ben, on répond moins à leurs attentes. Et donc, du coup, ça explique la période de transition dans laquelle on est, qui fait la baisse de la plateforme en ce moment. C'est-à-dire qu'on parle moins à nos clients d'hier et d'aujourd'hui, et on s'adresse de plus en plus à nos clients qui sont ceux de demain. Donc, cette phase tu vois, c'est vraiment un changement de cycle. Et donc, là, il y a une baisse temporaire. Mais comme je le dis toujours à mes investisseurs financiers, c'est un super moment. Vous pouvez acheter des super rendements pour pas cher. Ouais. Donc voilà. Donc, et alors, selon qui ils sont, ils achètent plus ou moins de talents. En moyenne, quelqu'un met 200 euros sur la plateforme. Et il met dans son wallet, il met 200 euros. Et en moyenne, il va acheter 3 talents à 50 euros. OK. Ça, c'est je dirais, les investisseurs qui mettent 200 euros. Après, on a les gros investisseurs qui sont en dizaines ou en centaines de milliers d'euros. Eux, ils peuvent avoir des portefeuilles beaucoup plus profonds avec beaucoup, beaucoup plus de talents. OK. Et des tickets moyens par talent qui sont beaucoup plus élevés. C'est quoi, le contrat que j'ai justement en tant qu'investisseur, moi, avec la plateforme? C'est un contrat comme des obligations, par exemple? Comment ça se concrétise? Bah, si tu regardes sur le site, tu as des CGU, CGV, conditions Mmh. générales d'utilisation et conditions générales de vente. Je vais y Oui. arriver. C'est ça les contrats qui nous lient avec nos utilisateurs. C'est-à-dire que nous, on s'engage à un certain nombre de choses. On va maintenir la plateforme, elle va être fonctionnelle. On va leur transmettre de l'information, on va faire les cotations, on va faire. Enfin, toutes nos obligations sont publiques et affichées très clairement dans nos CGU, CGV. Mais qu'est-ce qui lie mon argent du coup à la plateforme? Parce que bon, les CGU, CGV sur un site e-commerce, je vois très bien, hein, tu achètes, on te garantit une livraison, un truc et cetera. Mais par contre, tu t'engages pas sur 10 ans avec un revenu, sur, une règle donnée et cetera. Enfin, vous contractualisez pas Alors, il mal y a de choses 2, avec les talents? ouais, tu as raison. Alors, il y a 2 choses. Dans le contrat de revenu, nous, on s'engage à collecter auprès du talent l'argent qu'il doit et à le redistribuer à proportion de ceux qui possèdent des ROI de ce talent. OK, Ça, c'est notre obligation à nous. OK. Dans le cas du contrat de performance, nous, on s'engage à calculer tous les mois avec nos algos
le rendement qui est versé mensuellement, on paye tous les mois le rendement, le rendement qui est versé mensuellement et à le verser. OK. Donc ça, c'est nos obligations, je dirais, fiduciaires, enfin financières. Puis après, tu as des tonnes d'obligations de le site, il marche bien, enfin, tu vois, enfin, toutes les obligations pour que ça Ouais, ouais, fonctionne ouais, bien. ça je comprends, mais c'était plus pour le côté je suis investisseur pur, tu vois? J'achète, je sais pas, j'ai une boîte à se développer, j'ai un contrat, il y a une émission d'obligations, je souscris aux obligations, j'ai des coupons, enfin, tu vois? C'est comme tu disais que c'était quand même très relatif au marché financier. Voilà, c'est pour ça que ma question, c'était: est-ce qu'il y a vraiment un contrat type finance qui me lie et qui me garantit que, alors qui me pas qui me garantit la somme, mais qui me garantit que je vais toucher justement tel pourcentage, tel truc et cetera? Est-ce que c'est clair, quoi? Ça fait partie de nos Voilà. obligations d'aller les collecter et d'aller les reverser. OK. Après, OK. si un talent demain se mettait à faire défaut, Mmh. donc il refuse de payer, nous, on se retournerait sur le talent. C'est-à-dire qu'on ferait nos meilleurs efforts pour le faire payer. Ouais, ouais, bien sûr. Mais on peut pas enfin, on n'est pas la police, quoi. Donc à un moment, nous, on porterait plainte et on dirait: «Il a pas payé». Mais c'est tout ce qu'on pourrait faire. OK. Comme une boîte refuserait de payer des dividendes en bourse. Bien sûr. Mais ce qui serait le suicide social de la boîte, comme ça serait le suicide social d'un talent. Mais là, tu vois, il y a quand même, il y a quand même des fois un peu un amalgame qui peut être fait. C'est-à-dire que vous souscrivez avec les personnes morales du talent, mais vous souscrivez pas avec lui à titre personnel. Donc il y a pas de caution personnelle du talent. Alors, il y a pas de caution parce que c'est, le talent s'engage à verser un pourcentage de ses revenus. Comme on ne connaît pas à l'avance ses revenus, on peut pas mettre de côté pour lui la somme qu'il doit payer. Si cette année il fait zéro de revenus, bah, il doit X de zéro. Il Oui. doit soit zéro. Mais des revenus de ces sociétés, hein, donc des personnes morales que vous identifiez en amont. Mais c'est-à-dire que si demain, par exemple, je pense à tout, hein, comme ça, Ouais, enfin, ouais, ce au qui me vient à contraire. l'esprit, hein, je pose des questions, il y a pas de mauvaise réponse. Si demain, vous contractualisez avec, 3 personnes morales à l'instant T qui génèrent des revenus, enfin qui en tout cas encaissent le chiffre d'affaires, et donc la majorité des revenus actuellement d'un talent, et que demain ils recréent 2 autres structures et qu'ils détournent ces revenus sur d'autres structures, comment ça se passe? C'est dans le contrat prévu avec lui qu'il peut pas faire ça. OK. S'il fait alors après, il peut quand même le faire. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu sais, pas le droit de dépasser 130 kilomètres/h sur l'autoroute, c'est pas pour autant que des gens dépassent pas 130 kilomètres/h sur l'autoroute. Ouais, et c'est pour ça qu'il y a des Heu, amendes et des exactement, bah, c'est exactement ça. Et ben, nous, dans le cas d'Espace, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il s'engage à ne pas c'est-à-dire pas imaginons, il dit: «Tous mes revenus sportifs, je les mets dans telle boîte». Et puis demain, il recrée une autre boîte et il met, 80 de ses revenus sportifs dans la nouvelle boîte avec lesquels on n'a pas de contrat parce que nous, on Mmh. a passé un premier contrat avec la première boîte au moment où on l'a cotée. Bah là, c'est une triche et c'est une fraude sur le contrat. Et donc, nous, on peut se retourner contre lui. D'accord, OK. Mais la meilleure défense pour nous, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est que socialement, le talent prend un risque dingue en faisant ça. Oui. Parce que c'est pas nous qui volent. C'est tous les gens qui l'aiment et qui ont investi sur lui. Mmh. En fait, c'est tous ses fans qui volent. Ou tous les investisseurs qui croient en lui. Nous, on n'est qu'un passe-plat là-dedans. Nous, on sert d'intermédiaire. Donc, quand il fait ça, c'est tous les gens qui l'aiment qu'il est en train de voler. C'est sûr que ça fait un gros déficit d'image et une sorte de caution et de garantie morale, en tout cas. Exactement, c'est Mmh. exactement ça. Et pour moi, c'est ça la meilleure protection. C'est pas celle que approuvent les notaires, les juges, les avocats, mais mais je Dans notre conçois, société moderne, elle est mais importante. mais je conçois qu'elle soit importante, et c'est ce que je dis souvent à mes clients d'ailleurs. Je dis: «Voilà, moi je tiens à notre image et à nos avis 5 étoiles, donc c'est con, mais ça garantit beaucoup de choses normalement, en tout cas aux clients». On est d'accord. Votre modèle de rémunération à vous, c'est quoi aujourd'hui? Nous, on prend un pourcentage sur les transactions. On prend des fees de transactions. Donc là, aujourd'hui, c'est quand tu fais une transaction à l'achat, à la vente, il n'y a pas de frais. Et à l'achat, c'est 1 € plus 5% de ce que tu as acheté. OK. 1 € fixe, ouais, ça c'est un flat fee, et après Exactement. après 5%. Ça, OK. c'est pour essayer de faire en sorte que tout le monde n'achète pas qu'un ROI à 2 €. Ouais, ouais. Je comprends carrément. OK. Je peux acheter comment sur la plateforme? Je peux créditer mon compte comment? Hyper bien. Bah, en fait, nous, on utilise donc on travaille avec ce qu'on appelle un PSP, un provider de services de paiement, donc qui est dans le cas d'espèce, le leader français qui s'appelle MangoPay. Et donc quand tu déposes ton argent sur la plateforme, que tu ouvres un compte, hein, tu ouvres un wallet, tu déposes de l'argent. Nous, c'est pas l'argent, on l'a pas. Il est dans la banque de MangoPay. Nous, on le voit pas cet argent. Ouais. Et après, bah, après quand tu achètes des ROI, là, par contre, tu envoies ton argent de ton wallet chez nous
Et là, voilà, donc c'est hyper simple, hein, c'est vraiment comme un site e-commerce, tu ouvres un wallet, tu déclares, tu as à donner, tu sais, avec MangoPay, on fait aussi ce qu'on appelle le KYC, donc Know Your Customer. Donc, tu dois donner ta carte d'identité ou ton passeport, enfin voilà. Donc, ils font tout ça pour vérifier que tu es bien qui tu es, qui est l'individu que tu prétends être. Et puis à partir de là, voilà, c'est des échanges très simples. J'achète 100 euros de ROI, et bah, il y a 100 euros qui arrivent sur notre wallet à nous. Et en échange, sur ton wallet, on te met le nombre de ROI correspondant. OK. Vous avez des accréditations, vous, qui sont nécessaires aujourd'hui, parce que vous êtes dans le monde de l'investissement. Comment ça se passe? Comment vous êtes perçu? Alors, c'est une excellente question. Je te remercie de m'avoir posé. Alors, ça dépend des zones. En Europe, donc, avant de se lancer, on est allé voir l'AMF. Parce que quand tu fais un produit financier, le régulateur pour la France, c'est l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Donc on est allé voir l'AMF et on leur a dit, bah voilà, la caractéristique pour être qualifié de instrument financier, il y a 4 caractéristiques. Aujourd'hui, le ROI, il en a 3 sur 4. Donc nous, on considère qu'on n'est pas aujourd'hui un instrument financier au sens classique du terme. Donc en conséquence, on n'a pas à être régulé par vous. Et donc c'est les règles du e-commerce très classiques, protection du consommateur dans tous les achats, etc., qui s'appliquent. Et donc en Europe, enfin en France, mais aussi en Europe, parce que c'est ouvert sur l'Europe, on est un site de e-commerce. Et on est considéré comme tel. Aux États-Unis, c'est pas la même chose, parce que là, on est en train d'ouvrir les États-Unis. Aux États-Unis, la définition d'un produit financier, une security, il y a 3 caractéristiques, et là, le ROI est en plein cœur des 3 caractéristiques. OK. Donc, pour pouvoir ouvrir et opérer aux États-Unis, il faut au préalable qu'on soit agréé par l'équivalent de l'AMF qui s'appelle la SEC. Mmh. Et donc là, ça fait presque un an qu'on est en dialogue avec la SEC. Donc là, j'espère que dans les semaines ou au plus tard, les mois qui viennent, on sera agréé par la SEC comme une security. Et donc, ça nous donne le droit de vendre à des Américains et d'opérer aux États-Unis même. Là, le marché, il est comment aux États-Unis? Vous avez déjà quelqu'un qui fait ça? Comment c'est Alors, il structuré? y avait un concurrent potentiel qui était très proche de ce qu'on faisait. Et lui, il a fait une connerie. Alors, parce qu'ils étaient plutôt bons d'ailleurs. Franchement, on voyait ce qu'ils faisaient, on disait, ils sont pas mauvais, super pour nous, ça va être chaud quand on arrive, quoi. Ouais. Et en fait, ils ont fait une erreur de régulation. C'est ça qui est, comme quoi la régulation est importante dans notre business. Eux, ils se sont positionnés comme du gambling, du jeu. Et donc, ils ont commencé à opérer, alors dans le Delaware, je crois. Donc, ils ont une licence pour opérer dans le Delaware. Mais à la différence des marchés financiers, aux États-Unis, tu te fais agréer par la SEC, tu as le droit de fonctionner dans tous les États-Unis. Si tu te fais agréer dans le jeu, c'est État par État. Ah ouais, le bordel. L'enfer. Mmh. L'enfer sur Terre. Et donc, du coup, ils n'ont jamais réussi à sortir du Delaware. OK. Et donc, là, ils ont tourné, ils sont en train de se faire acheter par une autre boîte. Enfin, ils sont dans une autre logique. Mais la régulation a été un gros sujet pour eux. Et en fait, là où on se rend compte, c'est qu'on est les seuls dans notre univers à avoir dit day one et à continuer et à avoir tout monté comme ça, à dire nous, investir sur un talent, c'est investir d'un point de vue financier, c'est à terme un instrument financier dans lequel que vous achetez. Et donc on construit tout autour de ça. Alors après, Rome, c'est pas fait en un jour. Le produit évolue, on le fait évoluer, on prend des avis régulièrement. Là, par exemple, on a 2 missions, un par notre auditeur, notre cabinet d'audit, et 2 par une autorité indépendante pour nous conseiller. Par exemple, est-ce qu'il faut mettre de l'argent en réserve? Comment on comptabilise tel flux, et cetera. Parce qu'on fait des choses nouvelles. Donc, tout n'est pas écrit. Donc, du coup, on se fait aider par des spécialistes et des autorités en disant comment vous feriez vu l'état de l'art. Donc on se fait accompagner tout le long du process, mais toujours avec une idée en tête. Investir sur un talent, c'est un investissement financier. Oui, ça reste du risque, ça reste un investissement, ça, il y a pas de sujet. OK, Exactement. très clair. Écoute, on a pas mal fait le tour. Est-ce que tu vois d'autres choses, toi, à ajouter sur cet échange? Moi, j'ai des millions de trucs à dire, mais je vais saouler tout le monde. Donc, nous, ce qu'on croit, ça peut être un peu ce dont on est le plus fier, c'est que, et d'ailleurs, c'est ce que nous a dit la SEC. Donc, on a été très fiers qu'il nous dise ça. Alors après, c'est des mois de travaux supplémentaires à cause de qu'il nous ait dit ça, donc ça, on était moins contents. Mais ils nous ont dit, vous êtes en train de créer un nouvel instrument financier.
Et en fait, ce qu'on est en train de créer, et on l'ajuste, et il évoluera encore dans le temps, c'est sûr, c'est qu'on va permettre d'investir sur des objets qu'on ne peut pas posséder. On ne peut pas posséder un humain, et c'est très bien. Mais maintenant, on peut investir sur un humain. Ouais. Non, mais c'est super. Enfin, franchement, moi, je trouve aussi le concept vraiment cool, quoi. Et c'est ça qui est, en fait, la vraie innovation, parce que du trading, ça existe depuis l'aube des Ouais. temps, hein. Enfin, il y a plein de choses qui existent depuis. Par contre, le fait de pouvoir le faire justement sur quelque chose qui a pas de titre de propriété, ça, c'est vraiment nouveau. Et d'ailleurs, la SEC nous a dit, et il nous épluche, hein, je peux vraiment, on est très très analysé par la SEC, en disant, vous êtes le premier d'une longue série. Mmh. Parce que vous ouvrez la voie à un nouvel objet financier, en fait. Et ça peut vraiment faire beaucoup. Est-ce que tu crois que c'est un bon point, ça, d'être le premier, Christophe? Alors, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce qu'historiquement, moi, j'ai mon petit avis, mais le premier, c'est pas celui normalement qui dure. Je veux c'est Alors, pas alors, c'est quoi ton ça avis? c'est alors, en termes d'équipe intellectuelle de ce que tu fais, c'est exaltant. Mmh. Tu vois, on crée des choses, on ouvre des voies, enfin, je veux dire, tu fais de la vraie innovation. Tu vois, moi, ce qui me frustre, c'est quand je vais voir des fonds d'innovation et que les gars te disent: «OK, c'est quoi tes comparables?» Bah, oui, On si fait: tu «Tu si un tu fonds innoves, tu en as d'innovation pas. ou?» Bah, oui. Bah, Eh oui. exactement, ou très Mmh. peu, ou et en fait, c'est là où tu te rends compte qu'en France et en Europe, de manière générale, tu as très peu de fonds Mmh. d'innovation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas les plus grosses boîtes du monde, hein, parce que de toute façon, soit elles sont innovantes ici, elles doivent se barrer parce qu'elles ne peuvent pas se Ouais. financer, soit elles sont de toute façon financées à l'extérieur. Donc. Mais à faire, et au niveau des équipes, c'est génial. Je veux dire, tu as l'impression que tu changes le monde, quoi. Mmh. Donc ça, c'est à vivre, top. Après, tu passes ton temps à évangéliser, expliquer, te justifier. Je pourrais raconter des milliers d'anecdotes. En fait, comme on rentre dans aucune case, personne ne peut jamais travailler avec nous. Tu vois, tu vas voir la banque, tu dis: «Bah, j'aimerais bien avoir un crédit. Regardez, j'ai un beau bilan, normalement une boîte normale, là, vous me faites 2-3 millions de prêts, facile». Mais ils disent: «Mais non, mais vous rentrez dans aucune case, on ne sait pas ce que vous êtes. Ah, jamais on va vous prêter de l'argent». C'est, bah, quand on a voulu avoir justement notre wallet, on a vu tous les grands acteurs de la place, et la compliance interne disait à chaque fois: «C'est pas du e-commerce, c'est pas de la bourse, c'est en fait, on ne sait pas ce que c'est, on peut pas travailler avec». Et c'est comme ça toute la journée. Et franchement, il y a des jours où c'est plus fatigant que d'autres. Donc effectivement, quand tu fais de l'innovation, bah, il faut avoir plein d'énergie et ressourcer souvent son énergie. Et tu as même des gens qui au départ te disent: «Ah, c'est génial ce que tu fais», et puis qui se mettent à douter pendant le chemin, qui disent: «Finalement, est-ce que c'est pas dangereux ce que tu fais? Est-ce que c'est pas», et en fait, tu te dis: «Mais en fait, j'arriverai jamais au bout de ça», tu vois? Et donc ça demande beaucoup d'énergie. Donc très exaltant, c'est génial à faire, mais c'est ça consomme, une énergie de dingue. Voilà. Ouais, et tu fais effectivement la SEC, je trouve, a raison. Tu fais pas mal le boulot et tu essuies pas mal les plâtres et tu prépares le terrain aussi pour demain, et c'est là où je pense cette bascule-là, il faudra être fort pour tenir, face à l'ouverture, on va dire, de la concurrence, à qui t'aura préparé le terrain. Moi, j'ai discuté, ça me fait beaucoup penser à une plateforme de crowdfunding qui s'appelle WeSeed, que je connais bien, et qui du coup a opéré énormément vers les années 2008, un truc comme ça, pour finalement que l'AMF accepte les boîtes de crowdfunding telles qu'elles sont aujourd'hui et les régule telles qu'elles sont aujourd'hui, parce que ça n'existait pas en fait d'un Ouais, marchand de c'est biens qui nouveau. prêtait de l'argent et qui émettait des obligations pour le particulier. C'était complexe, tu vois, même promoteur ou autre. Et même la start-up d'ailleurs au tout départ. Et en fait, la concurrence est arrivée à bénéficier de ça. Et aujourd'hui, c'est pas les leaders sur le marché. Ils sont bons, mais c'est pas les leaders, tu vois. C'est pas parce que ils étaient là en premier et qu'ils ont fait tout le job et le boulot qu'ils sont leaders aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est assez frustrant pour des gens qui innovent, tu vois, souvent. Ah beh, je vois très, très bien, mais alors très, 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 très bien, et c'est marrant parce qu'on est dans un de ces moments-là. Là, on finit un cycle et on va commencer un deuxième cycle, et là, on est en plein dans le refinancement de la boîte pour justement internationaliser, augmenter les volumes, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et en fait, notre réussite va être aussi liée à ce financement. Donc Ouais. soit on trouve des fonds qui disent: «OK, on a compris ce que vous faites et vous pouvez tout défoncer et on vous finance»,
soit on va tomber sur des fonds qui vont dire oui, mais alors il vous manque le papier B2243 qui fait que vous avez tel truc bien sous contrôle. Et donc c'est un facteur de risque. Alors on sait que vous allez l'avoir, mais vous l'avez pas encore. Donc du coup on va attendre que vous l'ayez. Et puis il y a toujours une bonne raison d'attendre, tu vois. Et toi tu t'épuises à aller d'étape en étape avec les mecs qui repoussent tout le temps parce que c'est tellement nouveau que ils prennent pas ceinture et bretelles, ils prennent 5 ans de protection. Et si c'est ça, alors bon, là on est en pleine discussion et c'est plutôt bien parti, donc je touche du bois, hein, mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais si on n'avait pas ce financement-là à terme, eh ben on s'épuiserait et on donnerait pas la pleine mesure de ce qu'on est. Donc, et quand tu es le premier sur un chemin, c'est exactement un des principaux écueils sur lesquels tu tombes. C'est convaincre des gens que c'est pas parce que tu es le premier qu'il faut pas te donner tous les moyens de réussir. Et ça, c'est là où, pendant un temps, les États-Unis ont été meilleurs que nous, parce qu'ils ont su payer presque à fond perdu des nouveaux modèles et prendre le risque de nouveaux modèles à fond perdu. Et aujourd'hui, je trouve que c'est d'autres zones du monde qui commencent à financer, parce que même aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Et tu as d'autres endroits dans le monde où tu as à nouveau cette dynamique, on sent poindre, de bah, nous, on a de l'argent, et nous, on va financer les vraies innovations qui vont changer cette planète. Ouais. Et la seule chose que je trouve dommage, c'est qu'on ne l'est pas ici. C'est vrai que, bon, on dit toujours hein, que la France est en retard de 10 ans, 15 ans sur les États-Unis, mais là, ça fait beaucoup d'années quand même, je trouve, sur ce domaine-là et l'amour du risque. Donc, bon, on verra à l'avenir. Mais je ne suis pas forcément, moi qui suis très nord-américain, j'ai vécu 5 ans en Amérique du Nord et j'aime bien aussi, enfin, je me reconnais beaucoup plus. J'ai bien peur que ce soit très compliqué de faire évoluer ça en France et qu'il faudra peut-être s'exporter effectivement pour aller chercher du risque, enfin en tout cas des gens qui ont une plus forte appétence au risque qu'ici. Voilà. En tout cas, je te souhaite plein de succès avec Royalties, que je trouve le concept vraiment très très chouette. Donc d'ailleurs, je pense que je vais tester la plateforme comme ça pour tu vois, me faire plus sur l'expérience client aussi, etc. Malheureusement, je peux pas non plus investir partout à chaque fois que je discute avec sur un sujet, mais je vais quand même essayer pour l'expérience, tu vois, de tester la plateforme. Et ça me fait penser à quelque chose. Comment on pourrait traquer les gens, les auditrices et les auditeurs qui seraient intéressés pour tester la plateforme? Et ben, on va t'envoyer un code et on donnera un avantage. Et donc, tous ceux qui arrivent et qui se connectent, enfin, qui ouvrent un compte, et il peut y avoir un code de suivi. Donc, comme Ok, ça, on leur donne un avantage et puis comme ça, on sait que c'est grâce à toi qu'ils nous ont découvert. parfait. Est-ce que ce code, ça peut être Moneytree tout attaché? Je crois que c'est possible. Sans problème. Et ben, Allez, ça sera ça. ça sera Moneytree tout attaché, donc comme le nom du podcast, évidemment. L'arbre de la fortune, ça ne peut que vous porter chance. Donc n'hésitez pas à tester Royalties. Voilà, à partir de 2 euros, c'est rien. Une pièce de 2 euros, on est d'accord. Hein, c'est le prix d'une baguette à Paris. Je sais même pas, parce que je suis pas parisien. Mais peut-être qu'à Paris, c'est même plus Ouais, de tu 2 dois en euros la trouver à baguette. 2 euros, t'en trouves. Hein. Ouais, je pense que t'en 2 euros, trouves. t'en Je trouves. pense que t'en trouves. Voilà. Bon, merci beaucoup Christophe pour cet échange très enrichissant. Plein de succès encore à toi, à tes équipes et à ton beau projet. Et au plaisir de rééchanger avec toi à l'avenir. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. Ça fut un plaisir. Et merci aux auditrices et aux auditeurs qui sont là chaque semaine, toujours plus présents à nous écouter le mercredi avec un invité qui nous délivre toujours beaucoup de valeur comme Christophe aujourd'hui et chaque dimanche pour une capsule plus technique sur le monde de l'investissement. Merci je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Moneytree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.